Alors, Oui. cette méthode du levier, en fait, pour savoir donc quand vous avez 3 points qui sont alignés, il faut tout de suite penser que ces 3 points, il y a sûrement un point qui est la roche-mère, un autre point qui est le liquide et qui s'est solidifié en roche magmatique, et un autre point qui est la restite, autrement dit le résidu de fusion. C'est simple, pour savoir qui est la roche-mère, c'est celui du milieu, puisqu'on vient de voir qu'il y avait un fractionnement, un tri géochimique, et que certains éléments allaient plus se concentrer dans le liquide et d'autres éléments allaient plus rester dans le solide résiduel. Donc du coup, celle qui va avoir la composition intermédiaire, c'est la roche-mère. Vous m'entendez toujours? Oui. Oui. Ouais. Maintenant, si j'imagine qu'il y a un tout petit taux de fusion, par exemple 1%, ça veut dire que mon liquide, il va être constitué quasiment que d'éléments incompatibles. Ça veut dire que du coup, mon point L, il va être très loin de S. Donc autrement dit, on va avoir un pourcentage d'éléments incompatibles qui sera très élevé, un très fort taux par exemple de K2O et un très fort taux de Al2O3. Si maintenant j'augmente le taux de fusion, ben, ces éléments incompatibles qui étaient dans le liquide vont commencer à se faire diluer. Leur pourcentage va diminuer parce que tout simplement, de nouveaux éléments vont arriver et notamment des éléments moins incompatibles, voire compatibles, comme par exemple MgO. Ça veut dire que du coup, mon point L, pour un taux de fusion plus élevé, non pas de 1 ou 2%, mais par exemple pour 25%, eh ben, sera plus proche de S. Autrement dit, son ordonnée et son abscisse, autrement dit, la teneur massique de l'élément incompatible Al2O3 ou K2O, eh ben, sera plus faible que quand on avait que simplement quand ce liquide était issu de 1 ou 2% de fusion et non pas 25% de fusion. Donc, du coup, le segment SL, eh ben, au fur et à mesure que le taux de fusion augmente, eh ben, il se réduit. Et quand on va arriver à 100% de fusion, eh ben, le point L, ce sera le point S, hein, puisque tous les éléments du solide initial de la roche-mère seront passés dans le liquide. Pour le point R, c'est la restite. Ben, si au contraire vous faites que 1% de fusion, ça veut dire que entre le solide initial, la roche-mère, et la restite, le solide résiduel, bah, vous n'avez quasiment pas changé la composition, hein. Il n'y a que quelques éléments qui sont partis former un petit liquide, mais globalement, bah, ma roche-mère, elle est restée quasiment la même. Donc, ça veut dire que le point R, si on est à 1 ou 2%, il sera très proche de S. Et plus on va augmenter le taux de fusion, et plus la composition de la restite sera différente, puisque les éléments vont partir, hein, dans le liquide, hein, de plus en plus. Donc du coup, plus le point R va au final s'éloigner, en fait se rapprocher de l'axe des ordonnées. Et si je prends un taux de fusion total, 100%, la restite, elle n'existe plus. Donc ça veut dire que les pourcentages massifs de n'importe quel élément, ils sont à zéro. Donc autrement dit, bah, ma restite, elle serait à l'ordonnée à l'origine, avec des coordonnées 0, 0. Donc, du coup, bah, quand vous avez ce genre de graphique qu'on appelle un graphique de Harker, hein, c'est-à-dire un graphique de composition chimique avec, par exemple, des éléments majeurs, hein, et bah, si vous avez 3 points qui s'alignent, le point du milieu, c'est le solide initial, la roche-mère. Le point qui est le plus éloigné, alors il faut faire attention, hein, qui est le plus éloigné et qui est notamment très enrichi en éléments incompatibles, c'est le liquide. Et celui qui est appauvri en éléments incompatibles, c'est la restite. Et du coup, SL, donc solide initial, liquide, ça va représenter le résidu de fusion. Et SR, lui, ça va représenter le liquide, hein. Donc, autrement dit, si vous voulez calculer le taux de fusion, il faudra du coup faire SR sur RS plus SL, donc la longueur totale du levier. Alors, vous pouvez aussi faire un diagramme de Harker avec des éléments compatibles en abscisse, comme ici, mais le principe revient au même.
Hein, il faut toujours réfléchir, voilà. Mon liquide, normalement, il doit être enrichi en éléments incompatibles et appauvri, au contraire, pauvre en éléments compatibles qui sont restés dans le solide. Donc, du coup, eh ben, si je raisonne, c'est forcément le point qui est là-haut, qui est le L, puisqu'on voit bien que c'est le point qui, par rapport au point du milieu, est bien enrichi en éléments incompatibles et appauvri en éléments compatibles. Donc, du coup, ici, diapositive 108, eh ben, vous avez ici la formule. Le taux de fusion, c'est bien RS. Donc, autrement dit, hein, le segment qui représente le liquide et qui relie le solide initial et le point qui représente la restite sur RL, c'est-à-dire la longueur du levier total, fois 100. Alors, diapositive numéro 116, est-ce qu'il y a des questions sur cette méthode du levier? Pas de questions? Alors, je vérifie quelque chose. Ah non, c'est Madame Julien qui parle pendant mon cours. L'exercice numéro 4, vous présentez une autre règle. C'était alors que pour calculer un taux de fusion, c'est la règle de conservation de masse. Alors, si on considère un élément X qui va se partager lors de la fusion entre le magma, le liquide, et la restite, le solide résiduel, eh ben, si vous avez une masse donnée de ce minéral, eh ben, comme il y a une conservation de masse, cette masse va se partager entre le liquide et le solide résiduel. Donc, le pourcentage de X, la teneur de X dans le solide initial fois la masse du solide initial, ça va me donner la masse de l'élément X hein, que j'ai dans le solide initial. Et cette masse, elle va se partager entre le liquide et le résidu de fusion. Et la masse de cet élément X dans le liquide, eh ben, elle est donnée par tout simplement la teneur de cet élément X dans le liquide fois la masse du liquide. Et pareil pour la restite, la masse de cet élément X dans la restite est donnée par la teneur de cet élément X dans la restite fois la masse de la restite. Et donc, en fait, ce que vous voyez, c'est qu'on a du coup eh ben, MS, ML et MR. Or, tout à l'heure, on avait vu que MS, excusez-moi, que ML, la masse du liquide, c'était en fait le taux de fusion fois la masse du solide initial. Et que la masse de la restite, c'était en fait 1 moins le taux de fusion fois la masse du solide initial. Donc, en remplaçant ceci, eh ben, on intègre du coup le taux de fusion F et en modifiant, eh ben, on obtient du coup la formule. Le taux de fusion, c'est la concentration, la teneur de l'élément X dans le solide initial moins la teneur de l'élément X dans la restite, le tout divisé par la teneur de l'élément X dans le liquide moins la teneur de l'élément X dans la restite. Alors, il faut faire attention à cette méthode hein, par rapport à la méthode des leviers parce qu'il faut le faire. Hein, il faut appliquer cette méthode-là toujours avec des éléments qui sont les plus incompatibles. Si vous commencez à appliquer cette méthode-là avec des éléments qui sont peu incompatibles, voire compatibles, vous obtiendrez des taux de fusion qui seront incohérents. Alors justement, exercice 4, on vous donnait du coup… Alors, est-ce qu'il y a des questions sur cette méthode de conservation de la matière? Conservation de masse, entre guillemets. Alors, l'exercice 4, en fait, on vous donnait du coup un premier tableau où vous aviez la composition d'une péridotite qui s'appelle la lerzolite, une autre péridotite qui s'appelle arsburgite et une roche 3 qu'on va devoir identifier. Alors, à l'aide du diagramme TAS, il fallait identifier du coup cette roche 3. Donc, le diagramme TAS, c'est totali, alkali, silicata. Donc, autrement dit, c'est le total des alcalins. Les alcalins, c'est Na et K. Donc, il va falloir additionner les deux teneurs de ces alcalins. 2,2 plus 0,4, ça fait du coup 2,6. Et silicata, c'est le taux de silice, SiO2, donc 47,1. Donc, si je prends mon diagramme de Harker TAS, qui est en diapositive 111, et ben, quand je place du coup 47,1 en abscisse et en ordonnée 2,6%, je tombe dans le domaine des basaltes. Et c'est le domaine des basaltes qui sont toléitiques. Autrement dit, j'ai affaire à diapositive basaltoléitique, cette roche 3, et c'est en réalité en fait un MORB, un Mid-Ocean Ridge Basalt, ça veut dire en gros un basalte d'une dorsale océanique.
Donc, c'est un basalte qui se forme au niveau d'une dorsale comme la dorsale atlantique. D'après vos connaissances, on vous dit citez la relation de filiation qui pourrait lier ces trois roches. Alors, le basalte, l'arsburgite et la lerzolite, on avait vu ça dans le premier chapitre quand on avait fait la structure de la Terre. On avait vu en fait que la lerzolite était normalement la roche-mère qui, par fusion partielle, donne un liquide, qui donnera le basalte, et donne un résidu de fusion qui s'appelle la arsburgite. Et d'ailleurs, ce résidu de fusion constituera du coup la lithosphère, le manteau lithosphérique dans une lithosphère océanique. Est-ce qu'il y a des questions? Quand je calcule maintenant, en fait, on vous demandait de calculer en question 2 le coefficient de partage pour Al2O3 et pour K2O, et vous deviez commenter. Donc, on est d'accord que notre coefficient de partage, il va du coup falloir faire le rapport entre le pourcentage de la restite sur la teneur sur le liquide. Donc, mon liquide, c'est mon basalte. Hein. C'est un liquide qui s'est solidifié et qui a donné une roche, le basalte. Et ma restite, c'est la arsburgite. Donc, pour Al2O3, il va falloir du coup que je prenne mon 0,5, hein, qui est la teneur de la restite, que je le divise par 14,2. Et je vois que je trouve quelque chose qui est très, très inférieur à 1. Donc, l'aluminium, c'est bien un élément incompatible. Le travail, il fallait le faire aussi pour K2O. Et on voit bien aussi que 0,00005 divisé par 0,4, ça fait bien quelque chose qui est très inférieur à 1, même encore plus inférieur que à L. Donc, ça veut dire que le K est un élément encore plus incompatible, qui va se précipiter encore plus vers les liquides. Ensuite, la question du coup 3A, il fallait qu'on place dans le diagramme de Harker ces 3 points. Donc, c'est la diapositive 113. On place ces 3 points et on se rend compte qu'effectivement, ces 3 points sont alignés. Le point qui est au milieu, c'est la lerzolite. Donc, ce point qui est au milieu, c'est forcément l'élément qui a une composition intermédiaire. Et donc, ça représente le solide initial. Autrement dit, la roche-mère. La roche-mère qui va subir, du coup, la fusion partielle. Les deux autres points, eh ben, il y en a un qui représente le liquide et l'autre qui représente la restite. Comme on a fait un diagramme avec de la teneur en, non pas Na2O, mais K2O, il y a une erreur, en fait, au niveau de leurs données, et Al2O3, qui sont deux éléments qu'on vient de montrer qui sont incompatibles, et ben le point qui montre le plus d'enrichissement en ces éléments d'incompatibles, hein, qui est enrichi en éléments incompatibles, autrement dit le point morbe, hein, c'est le liquide. Alors que l'arsburgite, elle, on voit bien que elle, au contraire, elle a, par rapport à la roche-mère, elle est appauvrie en éléments incompatibles. Donc ça veut dire que elle, c'est le solide qui reste après la fusion, c'est du coup la restite. Est-ce qu'il y a des questions? Vous m'entendez toujours? Oui. Oui. Ouais. Alors, si je dois calculer du coup le taux de fusion, si je reviens, on me demande, exploiter pour confirmer ou infirmer votre réponse à la question 1. Donc, on a bien confirmé, hein, puisqu'on avait bien dit que la arsburgite était la restite et que le morbe était le liquide et que la lerzolite était la roche-mère. Et ensuite, question 4, il faut calculer du coup le taux de fusion partielle par la méthode des leviers. Donc, la distance entre la lerzolite et le morbe, autrement dit entre la roche-mère et le liquide, c'est le solide. Et la distance entre la lerzolite et la arsburgite, donc autrement dit entre la roche-mère et la restite, c'est le liquide. Donc du coup, je vais faire le taux de fusion, L sur L plus S fois 100, et j'obtiens 24%. Et enfin, question 4B, on nous dit faire la même chose, mais cette fois-ci en utilisant la méthode de conservation de matière, et vous allez, il fallait du coup inscrire le taux de fusion dans la dernière colonne. Alors quand on fait le calcul, hein, donc vous aviez la formule diapositive 115, hein, donc la formule est à appliquer, et donc quand on appliquait ça, on trouvait effectivement des taux de fusion qui étaient très différents selon les éléments que l'on considérait. Alors par la méthode des leviers, on a trouvé 24%. Quand on regarde, finalement, les deux éléments qui donnent des taux de fusion qui sont assez proches de ces 24%, hein, voire même très proches, c'est K2O qui donne le meilleur résultat, et c'est ensuite Al2O3. Ce sont ceux qui sont les plus incompatibles. Ce sont eux qui ont le coefficient de partage le plus faible.
Et donc, c'est pour ça tout à l'heure que quand je vous ai quand j'ai détaillé du coup la méthode par la conservation de la matière, la conservation de masse, je vous ai dit attention, il faut utiliser les éléments les plus incompatibles, d'accord? Et donc, on voit bien que si on utilise des éléments qui sont pas du tout, qui sont peu incompatibles ou compatibles, on obtient des taux de fusion qui sont totalement aberrants. Alors, ensuite, la suite de l'exercice, c'était un nouveau tableau qui vous désignait du coup, on partait d'une péridotite et on avait calculé en fait les teneurs en éléments majeurs de 3 liquides, liquide 1, liquide 2 et liquide 3, chez la diapositive 116. Donc, on voit en fait que ici, ce qui change, c'est le taux de fusion. Donc, le liquide 1 a été obtenu par un taux de fusion de 10%, le liquide 2 de 25% et le liquide 3 de 51%. Et on a du coup leur composition chimique à ces liquides. À l'aide du diagramme TAS, identifier les roches volcaniques qui seraient issues de la solidification des différents liquides. Donc, TAS, c'est toujours pareil. On prend la teneur en silice et on prend le total des alcalins, Na et K. Et du coup, en plaçant ces liquides, on se rend compte que, par exemple, pour le liquide 1, qui a un tout petit taux, qui est issu d'un d'un taux moyen de fusion partielle, 10%, on obtient, on obtient quelque chose qui, un point noir qui se situe en fin de compte ici, diapositive 117, et qui correspondrait du coup à un trachybasalte. Autrement dit, quelque chose d'un tout petit peu plus évolué, mais assez proche d'un basalte alcalin. On voit bien qu'on a un taux d'alcalin qui est très important, et par contre, on a un taux de silice qui est plus faible par rapport aux deux autres liquides. Diapositive toujours 116, les liquides 2 et 3, eux, ils sont issus d'un taux de fusion plus élevé, 25 et 51. 51, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas sur Terre. Donc, on a modélisé des conditions extrêmes, voire même extraordinaires. Et là, cette fois-ci, ce qu'on voit, c'est que, on se retrouve avec les points dans le diagramme de Harker, TAS, diapositive 117. Et là, nos deux points donnent des basaltes, mais toléitiques. Donc, des basaltes qui sont riches en silice et pauvres en alcalin. Donc, c'est du coup diapositive 118, vous aviez du coup la réponse à cette question 5. Donc, le liquide 1 donne un trachybasalte, le liquide 2 un basalte toléitique et le liquide 3 un basalte très toléitique. Et donc, du coup, on voit bien que plus le taux de fusion est faible et plus le liquide est riche en alcalin, Na et K, et moins il est riche finalement en SiO2. Par contre, plus le taux de fusion va augmenter et plus le taux de SiO2 va augmenter, et plus par contre les éléments incompatibles Na et K vont être dilués et donc leur teneur va diminuer. Alors, on vous disait analyser les teneurs de Al2O3, question 6, et K2O, je suis à la diapositive 119, obtenus dans les 3 liquides, et expliquer en quoi ces résultats sont en accord avec votre réponse 2 où vous aviez dit Al et K sont des éléments incompatibles. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que quand je prends Al ou K, quand je prends ces lignes, je vois que le liquide 1, il est très très riche en ces éléments. Puis le liquide 2, il est moins riche. Puis le liquide 3, il est un peu moins riche. Autrement dit, la teneur de ces éléments, elle diminue au fur et à mesure que le taux de fusion augmente. Ça veut dire que ces éléments, en fin de compte, ils se sont précipités dans les liquides. Ils ont été les premiers à rejoindre dans les liquides et ensuite, ils ont été dilués par l'arrivée d'autres éléments qui sont moins incompatibles, voire même compatibles, quand le taux de fusion augmente. Donc, effectivement, Al2O3 et K2O, Al et K sont bien des éléments qui sont incompatibles. On a la même évolution si on regarde pour le TiO2 et pour Na2O. Ti et Na sont aussi des éléments incompatibles. Question 7a, on fait la même chose, on fait le même travail MgO. Pour MgO, diapositive 120, là on se rend compte que c'est l'inverse. Pour le liquide 1 qui est issu de 10%, on a simplement 10,6%. Le liquide 2, 25% de fusion, on est à 13,2%. Et le liquide 3, on est à 24,9 pour 51% de fusion.
Donc, ça veut dire que là, la teneur de cet élément, il augmente au cours de la fusion partielle. Et qu'au début, on voit bien que mon solide initial, ma péridotite, elle en contenait 41% et on n'a que 10% dans le liquide. Donc, ça veut dire que c'est un élément Mg qui a tendance à rester dans le solide. Autrement dit, c'est un élément qui est compatible et qui va voir sa teneur augmenter dans le liquide que quand le taux de fusion va augmenter, qu'il n'aura plus d'autre choix que finalement le liquide. Alors, calculer du coup le coefficient de partage de ce MgO, et ben, quand on le calcule en utilisant du coup le premier tableau, et ben, on se rend compte qu'effectivement, on trouve 3,7. Donc, un coefficient de partage qui est supérieur à 1, c'est bien un élément qui est compatible. Est-ce qu'il y a des questions sur cet exercice? Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui. Très bien. Alors du coup, le bilan en fin de compte de cette partie sur éléments compatibles et éléments incompatibles, ben, on voit bien qu'en fait, ma fusion partielle, quand je fais la fusion partielle finalement d'une péridotite, eh ben, je n'obtiens pas la composition d'une péridotite comme en liquide, sauf si je fais un taux de fusion partielle de 100%. Donc ça veut dire que en fait, ma fusion partielle, elle va faire un tri géochimique, un fractionnement, on dit en géologie. En fait, les éléments incompatibles, ils vont se précipiter dans le liquide, alors que les éléments compatibles ne viendront dans ce liquide que si le taux de fusion partielle augmente, devient important. Donc ainsi, si on prend un taux de fusion partielle qui est très faible, eh ben, on va obtenir un liquide qui va être très riche en éléments incompatibles, comme par exemple Na et K. Et donc, du coup, on va obtenir ce qu'on appelle un liquide alcalin. Par exemple, si vous faites ça avec une péridotite, vous allez obtenir un liquide basalte alcalin, d'accord, qui sera du coup très riche en Na et K et relativement pauvre en SiO2. Et ben, c'est ce qui se produit, par exemple, au niveau des panaches. Quand le panache a un fonctionnement qui n'est pas paroxysmique, autrement dit, un fonctionnement classique, banal, de quelques pourcents de fusion, et ben, on va se retrouver du coup avec un liquide basaltique de type alcalin. Ce sera la même chose au début du fonctionnement d'un rift où la fusion partielle est encore faible. Par contre, si je prends maintenant un taux de fusion partielle élevé, par exemple 20, 25, 30%, comme on trouve par exemple au niveau d'une dorsale, et bien là, cette fois-ci, mes alcalins, mais ils vont se faire diluer parce que va commencer à arriver des éléments moins incompatibles, voire même compatibles, comme Mg, ou moins incompatibles comme Si. Et donc, du coup, on va se retrouver avec un liquide qui va être en alcalin, mais beaucoup plus riche en SiO2. Et donc, on va obtenir, si on prend une péridotite, un liquide toujours, mais cette fois-ci toléitique, donc un peu plus riche en SiO2 que le liquide basaltique alcalin et moins riche forcément en Na. Et ben, c'est ce qu'on trouve en fin de compte au niveau d'un rift continental mature, ainsi que d'une dorsale, ou alors d'un panache qui a un fonctionnement paroxysmique. Tout ça, ce sont des contextes géologiques où on a un fort taux de fusion. Est-ce qu'il y a des questions sur ça, ces notions? Donc ça, c'est à mettre en relation avec votre exercice. Vous avez vu que là, l'exercice diapositive 117, eh ben, quand je plaçais à partir d'une péridotite un liquide obtenu avec simplement 10% de fusion, eh ben, je suis bien du côté des alcalins, des séries alcalines. Alors là, je suis plus sur un basalte, mais si j'avais fait que vraiment un tout petit taux de fusion, je serais ou un taux de fusion un peu plus important, je serais dans les basaltes alcalins. Par contre, quand je fais un taux de fusion beaucoup plus important, comme 25% ou même 50%, mais là, c'est complètement irréaliste, mais 25%, eh ben, j'obtiens un basalte qui est toléitique. Donc là, à 10%, j'ai représenté en gros un point chaud. Et par contre, à 25%, j'ai représenté, c'était 25, non, oui, 25, j'ai représenté en fin de compte une dorsale. Alors, ensuite, c'était du cours. Alors, je vais passer assez vite parce que je pense qu'il n'y avait pas eu de difficulté. En fait, on vous présentait
la notion de source. La source, on les avait vues. Hein, les sources, en fait, les deux sources principales de magma, ce sont les enveloppes en fait qui fondent. Et ben il y a deux enveloppes qui fondent, qui sont capables de subir de la fusion partielle sur Terre. C'est le manteau et la croûte continentale. Le manteau, c'est un manteau qui est constitué d'une péridotite essentiellement qui s'appelle la lherzolite. Et cette lherzolite, on l'avait étudiée je suis du coup à la diapositive 123, on l'avait étudiée en fait dans le chapitre 1 de géologie, quand on avait fait la structure et la composition de la Terre. On avait vu que cette lherzolite, elle était constituée essentiellement d'olivine, 70%, mais aussi du pyroxène, 25%, avec des clinos et des orthopyroxènes. Et enfin, il y avait 5% d'une phase alumineuse, d'un minéral qui contient de l'aluminium. Alors, soit le feldspath plagioclase, jusqu'à 25 km de profondeur. Ensuite, c'était la spinelle jusqu'à 80 km de profondeur. Et en dessous, c'était le gros. En fait, quand vous avez fait votre exercice 3 avec le diagramme ternaire, et ben en réalité, vous avez modélisé la fusion d'une péridotite. Parce que 123, on avait un pôle qui était de l'anorthite, autrement dit un plagioclase, un feldspath plagioclase, c'est la phase alumineuse de la. Un diopside, qui est un pyroxène, alors c'est plus exactement un clinopyroxène. Et vous avez la forstérite, qui est une olivine. Donc en gros, là, vous avez en fin de compte un diagramme qui reprend finalement les minéraux d'une péridotite. Une phase alumineuse, le feldspath plagioclase, un pyroxène et une olivine. Et d'ailleurs, le R qu'on avait considéré, on avait vu que ce R, il était à 70% de forstérite, donc autrement dit 70% d'olivine. Ça rappelle le pourcentage de la lherzolite. Ensuite, vous étiez à 20% de diopside. Ces 20% de diopside, c'est 20% de pyroxène. Alors, normalement, ça devrait être 25%, hein, mais attention, là, on a simplement le clinopyroxène, mais il y aurait aussi l'orthopyroxène. Et enfin, vous avez 10% d'anorthite, alors que la lherzolite, elle en est à 5%. Donc, en gros, le point R dans votre exercice 3, c'était un point qui est pas très loin d'être une lherzolite. Hein. En tout cas, c'est une lherzolite. Et quand on a fait la fusion de ce point R, on a obtenu un liquide qui avait la composition de l'eutectique. Et quand on avait déterminé cette composition, on avait vu en fait que cette composition, elle correspondait à un liquide avec des minéraux. Quand il se solidifierait, aurait donné des minéraux qui seraient beaucoup d'anorthite, beaucoup de pyroxène et un tout petit peu d'olivine, autrement dit la composition d'un basalte. Et quand on déterminait son taux de SiO2, on avait vu que le taux de SiO2 était autour de 49% de mémoire pour un taux de fusion partielle à 22%. Donc, autrement dit, un liquide qui est basique. Donc, effectivement, la fusion partielle d'une péridotite lherzolite, ça va donner en fait un liquide basaltique, issu de l'eutectique, qui est basique, autrement dit avec un taux de SiO2 qui sera compris entre 45% et 52%. Et ce sera du coup un liquide qui sera fluide, qui va donner plutôt du coup des coulées et non pas des explosions. Et on va avoir une restite. Cette restite, elle va être différente selon le taux de fusion. Si le taux de fusion, en fait, il est très faible, la lherzolite, le solide aura été à peine modifié par cette fusion. Donc, autrement dit, on va rester lherzolite. Par contre, si le taux de fusion est plus important, et si notamment dans mon diagramme ici ternaire, je touche du coup la base du triangle, à ce moment-là, je vais avoir du coup un des minéraux qui va disparaître. Et on avait vu que c'était l'anorthite, le feldspath plagioclase qui disparaissait. Si on a la disparition de ce feldspath plagioclase, mais si en plus on continue et qu'on a la disparition en fait du clinopyroxène, on va obtenir du coup une péridotite qui n'aura plus que de l'olivine et de l'orthopyroxène. À ce moment-là, on aura ce qu'on appelle une arsburgite. Et ça, on formera une arsburgite en résidu de fusion que si on a un taux de fusion qui est beaucoup plus fort pour faire disparaître finalement le feldspath plagioclase, mais aussi le clinopyroxène. Donc le manteau, ce diagramme ternaire qui du coup modélise la fusion d'une péridotite, ça correspond à tous les contextes géologiques de magmatisme sauf la collision. Pour la collision, c'est un autre diagramme ternaire
Alors, si j'ai le temps, je vous enverrai du coup un 4e exercice pour vous entraîner sur les diagrammes ternaires qui reprendra justement qui reprendra en fin de compte celui-ci, hein, cet exemple-là. C'est la diapositive 124. Si on regarde, eh ben, on a un pôle qui est Q, c'est quartz. Un pôle qui est AB, c'est l'albite. Donc, autrement dit, le feldspath plagioclase qui est sodique. Et un pôle qui est appelé or, c'est l'orthose, qui est le feldspath potassique. Donc, en gros, là, j'ai un mélange qui a la composition, en gros, d'un granitoïde, de quelque chose qui ressemble un peu au granit, ou de ce qu'on appelle aussi un paragneiss, c'est-à-dire un sédiment un peu argileux qui a été métamorphisé. En fait, on a la composition, en gros, d'une croûte continentale. Donc, ma croûte continentale, c'est ma deuxième source de magma. Elle a la composition globalement d'un paragneiss, d'un sédiment métamorphisé. Autrement dit, elle est essentiellement constituée de quartz, de feldspath plagioclase et de feldspath potassique. Et il y a aussi de la biotite et de la muscovite, autrement dit des micas, qui ne rentrent pas dans ce diagramme ternaire, puisqu'il a fallu faire un choix. Il a fallu prendre 3 minéraux. On a pris les 3 minéraux principaux, les feldspaths potassiques, alcalins et quartz, et on a laissé de côté les micas qui sont plus minoritaires dans ma roche. Comme tout à l'heure, on avait pris du coup pour la péridotite, une olivine, un clinopyroxène et un feldspath plagioclase, et on avait laissé de côté les orthopyroxènes, je veux dire. Et quand je fais une fusion de ceci, vous verrez dans l'exercice que vous allez obtenir un liquide qui sera un liquide très acide. Autrement dit, avec un taux de SiO2 qui sera supérieur à 65%. Donc, ça veut dire un magma qui est visqueux et qui est en réalité la composition de l'eutectique de ce diagramme, qui est en réalité une composition granitique. Donc, la fusion de la croûte continentale, ça ne donnera pas un liquide basaltique comme pour la péridotite, mais ça donnera un liquide granitique. Et alors, ce liquide, ça correspond au contexte de la collision. Hein, et quand il est formé au niveau de la racine crustale, soit il refroidit, soit il est extrait de la zone et il va refroidir sous la forme d'un pluton au-dessus du coup de la zone de fusion. Et s'il refroidit dans un pluton, il va donner du coup une roche plutonique qu'on appellera le leucogranite. Pourquoi leuco? Parce qu'en fait, il y aura à la fois la biotite, mais aussi la muscovite. Et la muscovite, c'est un minéral blanc. Et s'ils font au contraire sur place, il se solidifie sur place, s'il reste sur place au contact de la restite, il donnera ce qu'on appelle une migmatite, que vous reverrez en fait avec Monsieur Croce. Là, vous avez en diapositive 125 la photo d'une migmatite, où on voit en fin de compte des zones qui n'ont pas fondu du tout. Autrement dit, ils n'ont pas du tout été concernés par la fusion partielle. Donc, c'est ces zones-là, la zone qui est marquée en orange, en fait, c'est une partie qui est totalement intacte, qui n'a pas du tout fondu. Donc, on parle à ce moment-là de paléosome. Autrement dit, ça a exactement la même composition qu'un paragneiss, que la composition moyenne de la croûte. Et puis, on a d'autres lits, d'autres zones de la roche où on voit bien qu'on a toujours une zone claire, blanche, qui est encadrée par 2 zones noires très sombres. Et la zone claire, en fait, c'est le liquide qui a cristallisé. Donc, autrement dit, c'est à peu près la composition d'un leucogranite. C'est essentiellement du quartz et du feldspath. Et sur les côtés, les 2 bandes foncées, c'est ce qu'on appelle le mélanosome. L'autre était appelé le leucosome. C'est le résidu de fusion, c'est-à-dire c'est les minéraux qui n'ont pas fondu et ce sont en fait les micas. Donc, on va avoir le paléosome qui correspond finalement à un vestige, entre guillemets, de la roche qui subit la fusion partielle, de la roche-mère. Et puis après, on a de l'autre côté la restite et le liquide qu'on appelle paléosome et mélanosome. Mélanine, c'est noir. Leuco, c'est blanc. Le leucocyte, c'est le globule blanc. Et du coup, mélanosome et leucosome vont former ce qu'on appelle le néosome. C'est la partie qui a subi la fusion. Donc, tout ça, vous le reverrez avec Monsieur Croce. Du coup, j'ai terminé. Donc là, ces migmatites, elles vont se former en collision. Et on verra dans le grand 2, alors sûrement jeudi, que des liquides granitiques peuvent être aussi obtenus par des liquides basaltiques quand on fera un processus qui s'appelle la différenciation dont on avait parlé un peu en TP. Bon, je vais m'arrêter là puisqu'il est 10 heures. Donc du coup, je ferai